Le 6 octobre 105 avant Jésus-Christ, le Rhône a charrié des milliers de cadavres romains. Ce jour-là, près de l'actuelle ville d'Orange en Provence, Rome a subi l'une des pires défaites de toute son histoire militaire. Plus de 80 000 légionnaires ont péri en quelques heures, écrasés par des guerriers venus du fond de l'Europe. Cette catastrophe a ébranlé la République romaine jusque dans ses fondements et terrorisé une génération entière de citoyens. Mais comment en est-on arrivé là? Comment la plus puissante machine militaire du monde antique a-t-elle pu s'effondrer face à des barbares que Rome considérait comme des sauvages primitifs? Pour comprendre ce désastre sans précédent, il faut remonter 20 ans en arrière, vers 120 avant Jésus-Christ, dans les contrées glacées du Jutland, cette péninsule qui forme aujourd'hui le Danemark. Là-bas, au bord de la mer du Nord, vivaient les Cimbres, un peuple à l'identité encore débattue par les historiens. Étaient-ils germains ou celtes? Les sources anciennes ne permettent pas de trancher définitivement, mais une chose est certaine, ils parlaient vraisemblablement une langue celtique et leurs chefs portaient des noms comme Boiorix, qui signifie « le roi frappeur » ou Gésorix, le roi lancier. Ces noms révèlent une culture guerrière où la violence était une valeur centrale. Les Cimbres ne vivaient pas seuls dans ces terres nordiques. Leurs voisins, les Teutons, partageaient leur destin et leur territoire de chasse. Ces deux peuples allaient bientôt former une alliance qui ferait trembler Rome pendant plus d'une décennie. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces populations à abandonner leurs terres ancestrales pour se lancer dans une migration massive à travers l'Europe? Les historiens antiques évoquent plusieurs causes possibles. Certains parlent d'un raz de marée dévastateur qui aurait submergé une partie du Jutland, rendant les terres agricoles impraticables. D'autres mentionnent un tremblement de terre qui aurait bouleversé la région. Les recherches modernes suggèrent plutôt une combinaison de facteurs climatiques et démographiques, des famines répétées, des hivers particulièrement rigoureux et une surpopulation qui mettait une pression insoutenable sur des ressources déjà limitées. Les corps retrouvés dans les tourbières danoises, ces fameuses momies naturelles qui ont traversé les millénaires, nous livrent des indices précieux. L'analyse de leur estomac et de leur ADN révèle des carences nutritionnelles graves et des traces de famine prolongées, particulièrement durant les mois d'hiver. Ces gens mouraient de faim dans une terre devenue inhospitalière. Face à cette situation désespérée, les Cimbres et les Teutons ont pris une décision radicale, partir avec leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens, leurs chariots, leurs troupeaux, et chercher ailleurs une terre promise où s'établir. Ce n'était pas une expédition militaire au sens où Rome l'entendait. C'était une migration de masse, une recherche collective de survie. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes en mouvement, peut-être jusqu'à 300 000 âmes si l'on compte les familles et tous les peuples qui se sont joints à eux en cours de route. Cette marée humaine s'est mise en branle vers 120 avant Jésus-Christ, avançant lentement vers le sud, lentement, car il ne se contentait pas de traverser les territoires. Il s'arrêtait pendant des mois, le temps de semer et de récolter, avant de repartir. Cette migration était donc un processus sur plusieurs années, pas une invasion éclair. Les Cimbres et les Teutons ont d'abord suivi le cours de l'Elbe vers le sud, puis ont obliqué vers l'est, le long du Danube. Ils ont traversé l'Allemagne actuelle, pénétrant dans les terres des tribus germaniques qui occupaient ces régions. Leur passage n'était pas toujours violent. Parfois, ils commerçaient avec les populations locales, échangeaient des biens, établissaient des alliances temporaires. D'autres fois, le contact tournait à l'affrontement. Leur nombre et leur réputation de guerriers redoutables suffisaient souvent à intimider les tribus qu'ils rencontraient. En Bohême, ils sont entrés dans les terres celtiques des Boïens, un peuple puissant qui donnera son nom à cette région. De là, ils ont poursuivi vers les Balkans, dans les territoires des Scordiques, une tribu celte installée près du Danube. Ces rencontres ont enrichi la coalition migrante de nouveaux guerriers, de nouvelles familles qui voyaient dans cet exode collectif une opportunité de trouver de meilleures terres. Au fur et à mesure de leur progression, les Cimbres et les Teutons entraînaient avec eux d'autres peuples, les Ambrons, dont l'origine reste mystérieuse, mais qui étaient probablement des Celtes, et plus tard des tribus helvètes comme les Tigurins, conduits par leur chef Divicone. En 113 avant Jésus-Christ, cette masse humaine en mouvement a atteint la Norique, une région située dans l'actuelle Autriche. Les Taurisques
le peuple local, étaient des alliés de Rome. Ils ont immédiatement appelé à l'aide. Le consul Caius Papirius Carbon est accouru avec ses légions pour stopper cette menace. Carbon, confiant dans la supériorité militaire romaine, a décidé de tendre une embuscade aux Cimbres, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les Cimbres ont détecté le piège et ont contre-attaqué avec une férocité qui a pris les Romains complètement au dépourvu. La bataille de Noreia s'est transformée en désastre pour les légions. Les soldats romains, pris de panique, ont été massacrés par milliers. Carbon et les survivants ne devaient leur salut qu'à un orage providentiel qui a séparé les combattants et permis aux Romains de fuir dans la confusion. Cette première victoire des Cimbres contre Rome aurait dû servir d'avertissement, mais curieusement, au lieu de foncer vers l'Italie qui s'ouvrait devant eux sans défense, les Cimbres ont choisi de continuer leur errance vers l'ouest. Pendant 3 années, ils ont pillé la Pannonie et l'Illyrie, puis ont progressé vers le Jura. Là, ils ont conclu des accords avec les Helvètes et les Séquanes, établissant des relations qui leur permettaient de traverser ces territoires. Leur avance restait lente, ponctuée d'arrêts pour cultiver et récolter. Cette migration ressemblait davantage à un déplacement de population qu'à une campagne militaire organisée. Les Cimbres cherchaient vraiment des terres pour s'établir, pas simplement à piller et détruire. En 109 avant Jésus-Christ, cette horde massive a pénétré en Gaule. Les Belges, ces guerriers redoutables du nord de la Gaule, les ont affrontés et stoppés vigoureusement. Les Cimbres se sont alors rabattus vers le sud, suivant la vallée du Rhône. C'est à ce moment qu'ils sont entrés en contact direct avec la Provincia, cette bande de territoire que Rome contrôlait dans le sud et de la Gaule, l'actuelle Provence. Cette région était vitale pour Rome. Elle servait de pont terrestre vers l'Espagne et garantissait la sécurité des routes commerciales. Les Cimbres et les Teutons ont envoyé des ambassadeurs au consul Marcus Julius Silanus. Leur demande était simple, ils voulaient des terres pour s'installer en paix et offraient en échange leur service militaire à Rome. Cette proposition n'était pas déraisonnable. D'autres peuples avaient obtenu des terres de Rome contre leur alliance. Mais à Rome, on était en pleine crise politique autour des réformes agraires. Le Sénat ne pouvait pas se permettre de donner des terres à des barbares alors que les citoyens romains eux-mêmes se battaient pour accéder à la terre. Silanus a donc rejeté leur demande et a tenté de les attaquer. Le résultat a été une humiliation totale. Les légions de Silanus ont été écrasées. Cette deuxième défaite romaine en 109 a fait comprendre à Rome qu'elle n'avait pas affaire à de simples pillards, mais à une force militaire redoutable. Les victoires se sont ensuite enchaînées pour les Cimbres et leurs alliés. En 107, les Tigurins d'Helvétie, menés par Divicone, ont infligé une cinglante défaite aux Romains près d'Agène. Le consul Lucius Cassius Longinus a été tué au combat et son armée anéantie. Rome commençait à paniquer. Ces barbares semblaient invincibles. Ils battaient les légions comme on fauche du blé. La terreur s'emparait de la population chaque fois qu'on annonçait une nouvelle défaite. Les gens se rappelaient les invasions gauloises du passé. Quand les Sénons avaient pris et brûlé Rome en 390 avant Jésus-Christ. L'histoire allait-elle se répéter? L'Italie allait-elle subir une nouvelle invasion barbare? Pendant ce temps, les Cimbres et les Teutons continuaient leur errance. Ils ont ravagé la Gaule centrale, pillant et détruisant tout sur leur passage. Les Gaulois, malgré leur réputation de guerriers valeureux, ne parvenaient pas à les arrêter. Les tribus gauloises se réfugiaient dans leurs oppidas, ces forteresses perchées sur les hauteurs, et regardaient impuissantes leurs campagnes être dévastées. Les Cimbres se sont ensuite concentrés sur l'Aquitaine et ont franchi les Pyrénées pour entrer en Espagne. Les Teutons les ont rejoints après avoir continué à piller le centre de la Gaule. En Espagne, les choses se sont compliquées pour les barbares. Les Celtibères, ces peuples farouches qui résistaient même à Rome, n'avaient aucune intention de se laisser envahir. Pendant 2 ans, de violents combats ont opposé les migrants aux populations locales. Les Cimbres et les Teutons, habitués à terroriser leurs adversaires, ont rencontré une résistance acharnée. Finalement, après avoir subi de lourdes pertes, ils ont dû rebrousser chemin et repasser en Gaule. À Rome, la menace cimbrique dominait tous les débats. En 106, le consul Quintus Servilius Caepio a été envoyé en Gaule avec des troupes fraîches d'Italie. Caepio,
était un patricien pur et dur, issu d'une des plus anciennes familles nobles de Rome, les Servilii. C'était un homme imbu de sa supériorité sociale, méprisant les hommes nouveaux qui accédaient aux magistratures sans avoir derrière eux des générations d'ancêtres glorieux. Sa mission première n'était pas de combattre les Cimbres, mais de mater une révolte des Tectosages, un peuple gaulois installé à Toulouse. Les Tectosages s'étaient rebellés à l'instigation des Cimbres et avaient fait prisonnier la garnison romaine de leur capitale, Tolosa, l'actuelle Toulouse. Caepio a marché sur la ville et l'a rapidement reprise. Ce qui s'est passé ensuite est entré dans la légende romaine sous le nom de l'or de Toulouse. La ville regorgeait de trésors, 150 000 livres de barres d'or et 100 000 livres de barres d'argent, accumulés dans les sanctuaires gaulois depuis des générations. Selon la loi romaine, ce butin devait être envoyé au trésor public à Rome. Caepio a organisé un convoi pour transférer ses richesses. Mais seul l'argent est arrivé à destination. L'or a mystérieusement disparu en cours de route et l'escorte a été trouvée massacrée. Officiellement, des brigands avaient attaqué le convoi. En réalité, beaucoup soupçonnaient Caepio d'avoir lui-même organisé le vol pour s'approprier cette fortune colossale. Cette affaire allait le poursuivre et contribuer à sa chute politique après le désastre d'Arosio. Après avoir réglé le problème de Toulouse, Caepio est resté en Gaule en tant que proconsul pour l'année 105. Sa mission était désormais claire, empêcher les Cimbres d'envahir l'Italie. Mais Rome avait décidé d'envoyer des renforts massifs. Le Sénat avait mobilisé 80 000 hommes supplémentaires, une force gigantesque pour l'époque. Le commandement de cette armée a été confié au nouveau consul de l'année 105, Cneius Mallius Maximus. Et c'est là que les ennuis ont vraiment commencé. Mallius Maximus était un homo novus, un homme nouveau, c'est-à-dire le premier de sa famille à accéder au consulat. Il n'avait pas de glorieux ancêtres consuls ou généraux dans son arbre généalogique. Pour les patriciens comme Caepio, c'était une tare insupportable. Comment un parvenu, un homme sans noblesse, pouvait-il prétendre commander un aristocrate dont la famille servait Rome depuis des siècles? Le problème, c'est que légalement, Mallius Maximus, en tant que consul en exercice, était le supérieur hiérarchique de Caepio. Le proconsul devait obéir aux ordres du consul, mais Caepio a refusé catégoriquement de reconnaître cette autorité. Il a installé son camp de l'autre côté du Rhône, loin de celui de Maximus, et a agi en totale indépendance. Cette rivalité entre les deux commandants n'était pas secrète. Tous les soldats la connaissaient, et plus grave encore, l'ennemi aussi. Pendant ce temps, les Cimbres et les Teutons, après avoir été repoussés d'Espagne, étaient revenus en Gaule et progressaient à nouveau vers le sud. Les Belges les avaient encore une fois arrêtés au nord, les forçant à descendre vers la Provincia. En 105, cette masse de guerriers, accompagnés de leurs familles, s'est installée près d'Arausio, l'actuelle Orange, sur les rives du Rhône. Les estimations sur leurs effectifs varient énormément. Les sources anciennes parlent de 300 000 personnes, mais ce chiffre inclut femmes, enfants et vieillards. Les guerriers proprement dits devaient être entre 60 et 80 000, un nombre déjà impressionnant. Maximus avait comme légat le consulaire Marcus Aurelius Scaurus, un homme expérimenté qui avait déjà servi avec distinction dans plusieurs campagnes. Scaurus a été envoyé en reconnaissance avec une force de piquetage pour évaluer les positions ennemies. Son détachement est tombé sur une avant-garde cimbre. Le combat qui a suivi a été bref et désastreux pour les Romains. Les guerriers cimbres ont submergé les légionnaires, tuant la plupart d'entre eux et capturant Scaurus lui-même. Le légat a été traîné devant le roi cimbre Boiorix. Même prisonnier et humilié, Scaurus n'a pas plié. Selon les récits, il a regardé Boiorix droit dans les yeux et lui a conseillé de faire demi-tour avant que ses peuples ne soient complètement détruits par la puissance de Rome. Cette audace a mis Boiorix dans une fureur noire. Le roi cimbre a dégainé son épée et a transpercé Scaurus sur place, tuant d'un coup un des plus hauts officiers de l'armée romaine. La nouvelle de cette défaite et de l'exécution de Scaurus a profondément choqué Mallius Maximus. Le consul a compris qu'il avait affaire à un ennemi redoutable et impitoyable. Il a envoyé des messagers à Caepio, lui demandant de rapprocher son camp pour unir les forces romaines face à la menace imminente. La réponse de Caepio a été cinglante.
Chacun devait se soucier de défendre sa propre zone. Le proconsul refusait toujours de coopérer avec ce consul qu'il méprisait. Les Cimbres, observant cette division flagrante entre les deux armées romaines, ont vu une opportunité. Ils ont envoyé une ambassade vers le camp de Mallius, proposant de négocier. Peut-être cherchaient-ils vraiment à obtenir des terres par la diplomatie, ou peut-être était-ce une ruse pour gagner du temps et évaluer les forces en présence. Quoi qu'il en soit, les émissaires cimbres n'ont jamais atteint leur destination. Les soldats de Caepio les ont interceptés et les ont amenés à leur commandant. Le proconsul était indigné. Comment ces barbares osaient-ils s'adresser directement à Mallius sans passer par lui? Cette insulte était intolérable. Caepio a d'abord envisagé de faire massacrer les ambassadeurs sur place, violant ainsi toutes les lois sacrées de la guerre qui protégeaient les émissaires. Mais il s'est ravisé, peut-être conscient qu'un tel acte aurait des répercussions terribles. Il a simplement renvoyé les ambassadeurs en leur faisant comprendre qu'il n'y aurait aucune négociation. Puis quelque chose a changé dans l'esprit de Caepio. La perspective que Mallius Maximus puisse réussir à négocier avec les Cimbres et s'attribuer tout le mérite d'une issue pacifique le rongeait. Il s'est alors ravisé rapidement, craignant que le consul ne reçoive seul toute la gloire d'une éventuelle victoire. Le proconsul a décidé de déplacer son armée vers Arausio, tout en refusant catégoriquement d'installer son camp à proximité de celui de Maximus. Il a pris position à quelque distance, entre Mallius Maximus et les Cimbres, avec l'intention évidente d'être le premier au combat et donc de gagner toute la gloire de la bataille. Ce positionnement était militairement absurde. Caepio venait de placer son armée en première ligne, exposée, sans coordination avec l'autre force romaine. Il avait transformé une situation déjà dangereuse en catastrophe annoncée, mais son orgueil et son ambition l'aveuglaient complètement. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de ne pas laisser un homo novus récolter les lauriers d'une victoire contre les Cimbres. Les Cimbres observaient ces manœuvres avec un intérêt croissant. Ils voyaient les deux armées romaines séparées, visiblement incapables de coordonner leurs actions. Les chefs cimbres, Boiorix pour les Cimbres et Teutobode pour les Teutons, ont compris qu'ils pouvaient exploiter cette division. Plutôt que d'affronter 120 000 Romains unis, ils pourraient les détruire séparément. L'aube du 6 octobre 105, avant Jésus-Christ, s'est levée sur une situation tendue. Les deux armées romaines campaient toujours séparées, celle de Caepio plus proche du Rhône et de l'ennemi, celle de Maximus en retrait. Les Cimbres et les Teutons avaient rassemblé leurs forces et se préparaient à l'attaque. Selon l'historien Théodore Mommsen, Caepio, animé par la crainte que Maximus puisse finalement réussir dans les négociations et s'attribuer tout le crédit, a lancé une attaque unilatérale contre le camp cimbre. Cette décision était d'une imprudence criminelle. Caepio attaquait sans avoir coordonné quoi que ce soit avec l'armée de Maximus, sans plan de bataille cohérent, sans avoir même informé son collègue consul de ses intentions. Il fonçait tête baissée dans l'espoir de remporter seul une victoire éclatante. Les légions de Caepio se sont déployées et ont marché vers les positions cimbres. Les guerriers barbares les attendaient. Le choc a été brutal. Les Cimbres n'étaient pas des adversaires ordinaires. Ces hommes combattaient depuis plus de 10 ans à travers l'Europe. Ils avaient affronté et vaincu plusieurs armées romaines. Ils connaissaient les tactiques légionnaires et savaient comment y répondre. De plus, ils étaient physiquement impressionnants. Les sources romaines les décrivent comme des géants, bien plus grands que les Italiens en moyenne. Leur férocité au combat était légendaire. L'assaut de Caepio s'est rapidement transformé en désastre. Les légions romaines, attaquant de manière précipitée et désordonnée, se sont heurtées à une résistance farouche. Les Cimbres ont contre-attaqué avec une violence qui a brisé les formations romaines. La ténacité de la défense cimbère eut à surpris les légionnaires qui s'attendaient, peut-être à une victoire facile. En quelques heures de combat acharné, l'armée de Caepio a été littéralement pulvérisée. Les légions se sont disloquées sous la pression. Les soldats, pris de panique, ont commencé à fuir en désordre. Beaucoup ont tenté de retraiter vers le Rhône, espérant peut-être trouver un moyen de traverser le fleuve et d'échapper au massacre. Mais les légionnaires portaient leur armure complète, leur équipement militaire lourd. Nager était impossible. Des centaines, puis des milliers de soldats se sont noyés dans le Rhône, emportés par le courant
ou simplement coulés par le poids de leur équipement. Les Cimbres n'ont montré aucune pitié. Ils ont poursuivi les fuyards, massacrant systématiquement ceux qu'ils rattrapaient. Le camp de Caepio, laissé pratiquement sans défense, a été pris d'assaut et entièrement pillé. Les guerriers Cimbres ont saisi les aigles légionnaires, ces étendards sacrés dont la perte était considérée comme la pire des humiliations pour une légion romaine. Caepio lui-même a réussi à s'échapper du carnage, laissant ses soldats se faire massacrer. La victoire Cimbre contre l'armée de Caepio leur a donné un énorme regain de confiance. Ils venaient de détruire une armée consulaire romaine en quelques heures. Maintenant, ils se sont tournés vers leur deuxième cible, l'armée de Mallius Maximus. Le consul et ses soldats avaient assisté, impuissants et horrifiés, à la destruction complète de l'armée de Caepio. Les légionnaires de Maximus savaient maintenant ce qui les attendait. Le moral était au plus bas. Ces hommes venaient de voir leurs camarades, leurs compatriotes, se faire exterminer par des barbares. Ils savaient que leur commandant et celui de Caepio ne s'étaient jamais coordonnés, que cette catastrophe était le résultat direct de l'orgueil et de l'incompétence de leurs généraux. Et maintenant, l'ennemi victorieux, couvert du sang de 40 000 Romains, marchait vers eux. Les Cimbres et les Teutons ont lancé leur attaque contre le camp de Maximus avec la confiance de ceux qui viennent de remporter une victoire écrasante. Les légions de Maximus ont tenté de résister, mais le combat était déjà perdu avant même de commencer. Le moral était brisé, le commandement était en désarroi, et face à eux se trouvaient des dizaines de milliers de guerriers galvanisés par leur triomphe récent. La bataille s'est transformée en boucherie. Les formations romaines se sont effondrées sous la pression, les légionnaires ont été taillés en pièces. Certains ont tenté de fuir, mais où aller? Le Rhône bloquait une direction et les barbares cernaient les autres. Des milliers de soldats ont été massacrés dans leur camp même. D'autres ont essayé de fuir vers le fleuve et ont connu le même sort que ceux de l'armée de Caepio, la noyade dans les eaux froides du Rhône. Le massacre a duré des heures. Quand le soleil s'est finalement couché sur Arosio, le spectacle était apocalyptique. Des dizaines de milliers de cadavres jonchaient la plaine. Le Rhône charriait des corps par centaines. Les deux armées romaines avaient été totalement anéanties. 80 000 légionnaires et soldats des troupes légères gisaient morts. À cela, il faut ajouter 40 000 auxiliaires, valets, esclaves et serviteurs de camp qui accompagnaient toujours les légions. Au total, 120 000 personnes liées aux armées romaines ont péri ce jour-là. Les pertes Cimbres et teutones ne sont pas connues avec précision, mais elles devaient être relativement limitées. Les Romains n'avaient pratiquement pas infligé de dommages significatifs à leurs adversaires. C'était une victoire totale, écrasante, absolue. Les fils du consul Mallius Maximus figuraient parmi les morts. Le consul lui-même a survécu et s'est enfui avec les rares rescapés. Après la bataille, les Cimbres ont accompli un rituel qui a profondément marqué les esprits. Selon les témoignages et les découvertes archéologiques menées dans la région d'Orange, les vainqueurs ont procédé à des sacrifices massifs en l'honneur de leur dieu. Ils ont rassemblé des milliers de chevaux capturés, des armures, des armes, de l'or, de l'argent, tout le butin de guerre accumulé dans les camps romains, et ont jeté le tout dans le Rhône en offrande aux puissances divines. Ces sacrifices n'étaient pas simplement des actes de pillage ou de destruction. Pour les Cimbres, la victoire est une dimension sacrée. Ils croyaient que leur Dieu leur avait accordé ce triomphe, et il fallait les remercier par des offrandes à la hauteur de ce don. Les ossements d'équidés retrouvés dans des fosses profondes près du fleuve témoignent de ces rites. Les Cimbres ont également exécuté de nombreux prisonniers romains en sacrifices rituels. Ce geste symbolique montrait non seulement leur brutalité, mais aussi une dimension religieuse forte. La victoire n'était pas seulement militaire, c'était un acte sacré, un don des puissances invisibles qui guidait leur destin. Les Romains, quand ils ont appris ces détails, ont été horrifiés. Pour eux, c'était la preuve que ces barbares n'étaient pas seulement des ennemis militaires, mais des sauvages qui ne respectaient aucune des lois civilisées de la guerre. Parmi les objets sacrifiés se trouvait l'or de Toulouse, celui-là même que Caepio avait volé au Tectosage quelques années plus tôt. Les Cimbres l'avaient récupéré dans le camp romain et l'avaient jeté dans le fleuve avec le reste du butin. Certaines légendes locales affirment que ce trésor pourrait encore reposer au fond du Rhône, quelque part entre Orange et Avignon. Au fil des siècles,
Cette histoire de l'or de Toulouse maudit, volé par Caepio puis perdu dans le massacre d'Arausio, est devenue une légende provençale qui a nourri l'imaginaire régional pendant des générations. Quand la nouvelle du désastre est parvenue à Rome, ce fut la stupeur totale. Le choc était comparable à celui ressenti après la bataille de Cannes en 206, quand Hannibal avait écrasé les légions. Mais en termes de pertes pures, Arausio dépassait même Cannes. Jamais Rome n'avait perdu autant d'hommes en une seule journée. Presque toutes les familles citoyennes avaient perdu un fils, un frère, un père, un cousin dans ce carnage. Le deuil était universel. La terreur s'est emparée de la population. Les Cimbres allaient-ils maintenant déferler sur l'Italie? Rien ne les arrêtait plus. Les passes alpines étaient sans défense. Rome elle-même pourrait être assiégée. Les souvenirs de l'invasion gauloise de 390 avant Jésus-Christ remontaient à la surface. Cette fois, au lieu d'une seule tribu gauloise, c'étaient plusieurs peuples coalisés, victorieux de toutes les armées romaines envoyées contre eux. Mais curieusement, les Cimbres n'ont pas marché sur l'Italie. Au lieu de cela, ils se sont heurtés aux Arvernes, une puissante tribu gauloise, et après un combat difficile, ils ont décidé de se diriger vers les Pyrénées. Peut-être étaient-ils épuisés par la bataille. Peut-être leur propre perte, bien que modeste, nécessitait-elles une pause. Ou peut-être cherchaient-ils toujours ces terres promises ou s'établir définitivement, et l'Italie ne leur semblait pas la bonne destination. Quelle qu'en soit la raison, ce délai a sauvé Rome. À Rome, la colère populaire cherchait des coupables. L'opinion publique était unanime. Le désastre était dû à l'arrogance de Caepio plutôt qu'à une supériorité militaire de l'ennemi. Le proconsul avait refusé d'obéir aux ordres, avait divisé les forces romaines par pur mépris de classe et avait lancé une attaque suicidaire motivée uniquement par son ambition personnelle. Caepio était devenu l'homme le plus détesté de Rome. Le Sénat et le peuple ont agi avec une rapidité inhabituelle. Un plébiscite a abrogé l'impérium de Caepio, c'est-à-dire son autorité de commandement. C'était la première fois depuis l'expulsion du dernier roi, Tarquin le Superbe, qu'un tel acte était posé. Caepio a ensuite été poursuivi en justice pour incompétence et pour l'affaire de l'or de Toulouse. L'accusation était menée par le tribun Lucius Apuleius Saturninus, un populiste qui haïssait l'aristocratie conservatrice dont Caepio était un des chefs. Le procès s'est terminé par une condamnation sévère. Caepio a été déchu de sa citoyenneté romaine, a dû payer une amende colossale de 15 000 talents et a été condamné à l'exil. Tous ses biens ont été confisqués. L'homme qui avait été consul, qui appartenait à une des plus grandes familles de Rome, était devenu un paria, un exilé sans patrie. Il a fini sa vie à Smyrne, en Asie mineure, loin de la ville qu'il avait servie et trahie. Mallius Maximus n'a pas échappé au châtiment. Bien qu'il ait moins de responsabilités directes dans le désastre que Caepio, il était tout de même le consul en charge. Saturninus l'a également poursuivi pour haute trahison. Maximus a été condamné à l'exil. Les deux commandants du désastre d'Arausio ont donc connu une fin ignominieuse, bannis de Rome, leur carrière détruite, leur nom maudit par des générations de Romains. Mais Rome ne pouvait pas se contenter de punir les responsables. Il fallait reconstruire l'armée et se préparer à affronter à nouveau les Cimbres. Pour cette tâche titanesque, les Romains se sont tournés vers Caius Marius. Marius était un homo novus lui aussi, mais contrairement à Mallius Maximus, il était un général brillant, un vétéran aguerri qui venait justement de remporter une victoire éclatante en Afrique contre le roi numide Jugurtha. Marius était aussi un réformateur. Il comprenait que le système militaire romain traditionnel avait atteint ses limites. Depuis des siècles, l'armée romaine était composée de citoyens soldats qui devaient fournir leur propre équipement. Seuls les hommes possédant un certain niveau de propriété pouvaient servir dans les légions. Ce système fonctionnait bien quand les guerres étaient courtes et proches de Rome, mais il se révélait inadapté pour les longues campagnes et les menaces existentielles comme celle des Cimbres. Le désastre d'Arausio avait créé une pénurie catastrophique de main-d'œuvre militaire. 80 000 citoyens et alliés capables de porter les armes avaient péri en un jour. Il fallait reconstituer les légions rapidement, mais où trouver les hommes? Marius a proposé une solution révolutionnaire. Ouvrir l'armée au capite Censi,
les citoyens les plus pauvres, ceux qui étaient comptés par tête parce qu'ils ne possédaient aucune propriété. Cette réforme était révolutionnaire à plusieurs titres. D'abord, elle résolvait le problème du recrutement. Les pauvres, qui représentaient une grande partie de la population romaine, pouvaient désormais servir dans les légions. Ensuite, l'État fournissait maintenant l'équipement. Les soldats n'avaient plus besoin d'acheter leur propre armure et leurs armes. Cela standardisait l'équipement et rendait les légions plus homogènes et efficaces. Enfin, Marius a professionnalisé l'armée. Les soldats servaient pour de longues périodes, devenaient de véritables professionnels de la guerre et non plus des miliciens temporaires. Marius a également réorganisé la structure tactique des légions. Les cohortes sont devenues l'unité de base, remplaçant les manipules. Chaque légion comprenait maintenant 10 cohortes, chacune composée de 6 centuries. Cette organisation était plus flexible et plus facile à commander sur le champ de bataille. Le pilum, le javelot lourd romain, a été modifié. Marius a fait remplacer un des rivets qui attachait la pointe au manche par une cheville en bois. Ainsi, quand le pilum frappait un bouclier ennemi, la cheville se brisait et le javelot se pliait, le rendant inutilisable pour l'adversaire qui ne pouvait donc pas le relancer contre les Romains. L'entraînement est devenu beaucoup plus rigoureux. Marius a introduit des exercices intensifs pour améliorer la discipline et l'endurance. Les soldats devaient marcher de longues distances en portant leur équipement complet. On les appelait les mules de Marius parce qu'ils transportaient tout leur nécessaire sur le dos, rations, outils, pieux pour le camp, en plus de leur armure et de leurs armes. Cette autonomie logistique donnait aux légions une mobilité et une flexibilité inédites. Mais Marius savait que toutes ces réformes ne suffiraient pas si le moral des troupes restait bas. Il fallait redonner confiance aux soldats après le traumatisme d'Arosio. Marius a donc consacré 2 années entières à entraîner ces nouvelles légions. En 104, il a été élu consul pour la 2e fois, rompant avec la tradition qui exigeait un intervalle de 10 ans entre 2 consulats. La crise justifiait cette exception. Il a été reconduit au consulat chaque année jusqu'en 100, du jamais vu dans l'histoire de la République. Marius a établi son camp près d'Arles, au nord de l'embouchure du Rhône. Pendant que les Cimbres et les Teutons ravageaient l'Espagne, il entraînait méthodiquement ses légions. Il les a fait travailler à des projets d'ingénierie massive. Pour résoudre les problèmes logistiques liés à l'approvisionnement par le Rhône, il a fait creuser un canal, les fameuses fosses mariennes, qui permettaient aux navires de remonter plus facilement le fleuve. Ce projet occupait les soldats pendant l'hiver 100-302 et les maintenait en condition physique tout en les habituant au travail collectif et à la discipline. En 102 avant Jésus-Christ, les Teutons et les Ambrons sont revenus d'Espagne et ont pénétré en Provence. Cette fois, Marius était prêt. Pendant 2 ans, il avait transformé ses légions en une machine de guerre disciplinée et confiante. Il possédait ce talent rare de communiquer avec ses soldats et de leur insuffler un sentiment d'invincibilité. Quand les Teutons ont avancé vers son camp, Marius a refusé le combat pendant plusieurs jours. Sa stratégie était psychologique. Il obligeait les Teutons à passer devant son camp fortifié pour que ses légionnaires les observent. Il voulait démystifier ces barbares qui avaient terrorisé Rome pendant une décennie. Peu à peu, les soldats romains ont compris que les Teutons n'étaient pas des monstres invincibles, mais des hommes qu'on pouvait combattre et vaincre. Quand Marius a jugé le moment opportun, il a déplacé ses légions près d'Aqua et Sextia, Aix en Provence, et a choisi une colline pour donner l'avantage du terrain aux Romains. Les Teutones, impatients après des jours de provocation, ont lancé leur attaque en montant la pente. Le combat est resté équilibré jusqu'à midi, moment où ces géants du Nord, habitués au climat froid, ont commencé à suffoquer sous la chaleur provençale. Leur fourrure et leur équipement lourd devenaient insupportables. C'était exactement ce que Marius avait prévu. À ce moment crucial, Marius a joué son atout caché. La nuit précédente, il avait envoyé 3000 légionnaires d'élite, commandés par Claudius Marcellus, se positionner dans un bois épais derrière les lignes ennemies. Au signal convenu, cette force a surgi et a frappé l'arrière-garde teutonne. La surprise a été totale. Les Teutons, déjà épuisés, se sont retrouvés pris entre 2 feux. La confusion s'est transformée en panique, puis en massacre. Selon Plutarque, plus de 100 000 Teutons et Ambrons
ont été tués ou capturés. Le roi Teutobod a été fait prisonnier et ramené au camp de Marius pour être exhibé lors du triomphe à Rome. La victoire était totale, écrasante. Rome venait de venger une partie de l'humiliation d'Arausio. Mais la guerre n'était pas terminée. Pendant que les Teutons se faisaient écraser à Aix, les Cimbres avaient pris un chemin différent. Ils remontaient le Rhin avec les Tigurins, franchissaient les Alpes par le col du Brenner et descendaient en Italie par la vallée de l'Adige. En Santin, leur arrivée a ravivé toutes les terreurs romaines. Cette fois, l'ennemi était aux portes. Le consul Quintus Lutatius Catulus, chargé de défendre le nord, s'est replié face à leur nombre. Les Cimbres ont ravagé la région, pillant et détruisant tout. Marius, auréolé de sa victoire contre les Teutons, est rapidement remonté du sud, a rejoint Catulus et a pris le commandement de l'armée combinée. Les Cimbres ont négocié pour gagner du temps, mais quand ils ont appris la destruction des Teutons, ils ont compris qu'ils étaient seuls et que leur survie passait par une victoire militaire. Le roi Boiorix et Marius ont convenu du lieu et de la date, 3 jours plus tard, le 30 juillet Santin, dans les Campirodi près de Versailles. Marius a soigneusement choisi sa position à l'est pour profiter du vent violent et du soleil levant qui aveuglerait l'ennemi. L'infanterie cimbre a avancé en masse compacte, les guerriers des premiers rangs attachés les uns aux autres par des chaînes. Leur cavalerie de 15 000 hommes a erré dans les brouillards matinaux et est tombée sur les escadrons romains mieux organisés. Rejetés en arrière, ils ont désorganisé leur propre infanterie. L'infanterie romaine a alors avancé méthodiquement. Le combat a été long et sanglant. Les Cimbres se battaient avec le courage du désespoir, sachant que cette bataille déciderait du destin de leur peuple, mais la discipline romaine a prévalu. La chaleur italienne a épuisé ces hommes du Nord, et les légionnaires ont maintenu la pression. Le roi Boiorix est mort au combat. Selon les estimations, 180 000 Cimbres ont été tués ou capturés, incluant les non-combattants. Contrairement à Arausio, où seuls les guerriers étaient présents, toute la population cimbre était à Versailles avec femmes, enfants et vieillards. Quand la défaite est devenue évidente, les Cimbres ont choisi l'honneur plutôt que l'esclavage. Les femmes ont tué leurs enfants, puis se sont suicidées. Des récits antiques décrivent des scènes atroces de mères égorgeant leurs propres enfants avant de se pendre. Le peuple cimbre a été pratiquement exterminé. Leur migration de 20 ans s'est terminée dans un bain de sang. Les survivants ont été vendus comme esclaves, inondant les marchés romains. Les victoires de Marius ont eu des répercussions immenses. Elles ont confirmé la supériorité militaire romaine et validé ses réformes. Les nouvelles légions professionnelles avaient prouvé leur valeur. Ce modèle allait perdurer pendant des siècles et permettre à Rome de conquérir un empire immense. Ces victoires ont propulsé Marius au sommet du pouvoir. Élu consul 6 fois consécutives, il a créé un précédent dangereux. Un général victorieux, adoré par ses troupes, pouvait défier les traditions et accumuler un pouvoir quasi monarchique. Les réformes de Marius ont eu un effet secondaire crucial. En permettant aux pauvres de servir et en les équipant aux frais de l'État, il a créé des soldats professionnels plus fidèles à leur général qu'à la République. Ces légionnaires attendaient de leur commandant qu'il leur trouve déter à la fin de leur service. Ils le suivraient partout, même contre Rome. Cette loyauté personnelle serait un facteur majeur dans les guerres civiles futures. Sylla, Pompée, César, tous ont bénéficié de cette dynamique. L'armée était devenue un outil politique. Arausio est resté gravé dans la mémoire romaine comme un avertissement. Pendant des siècles, ce nom symbolisait comment l'orgueil et les divisions internes pouvaient conduire à la catastrophe. Pour la Gaule, les invasions ont laissé des cicatrices profondes. Des régions entières dévastées, la culture celtique affaiblie. Les tribus gauloises sont sorties exsangues de cette période, facilitant la conquête de César 50 ans plus tard. Seuls les Tigurins s'en sont tirés. Après avoir appris la destruction de leurs alliés, ils ont prudemment battu en retraite vers la Suisse, où ils ont réussi à s'établir. Ils réapparaîtront quelques décennies plus tard, déclenchant sans le savoir la guerre des Gaules en 58. Les fouilles archéologiques depuis 2014 ont apporté de nouvelles lumières. Le programme Arausio 105 a découvert des vestiges militaires romains exceptionnels. Amphores, pièces, équipements militaires
confirment la présence massive de troupes et la violence des combats. Des ossements d'équidés témoignent des sacrifices rituels cimbres. Le champ de bataille s'étendait sur plusieurs kilomètres le long du Rhône. Les deux armées romaines étaient vraiment séparées par une distance significative, rendant toute coordination impossible. Les découvertes révèlent aussi la diversité des troupes, Italiens, Numides, Ibères, Gaulois auxiliaires. Cette diversité contrastait avec l'homogénéité des Cimbres unis par leur langue et leur expérience commune. Au-delà des pertes militaires, Arausio a causé un traumatisme culturel profond. Presque toutes les familles avaient perdu quelqu'un. Le deuil était universel. Ce traumatisme a nourri une peur durable des barbares du Nord. Pendant des générations, les mères romaines effrayaient leurs enfants en parlant des Cimbres. Cette peur a influencé la politique étrangère romaine. Rome s'est montrée plus agressive dans son expansion vers le nord pour créer des zones tampons. La conquête de la Gaule par César s'inscrit dans cette logique préventive. Rome a failli ne rien apprendre d'Arusio. Les réformes militaires ont sauvé la République, mais les problèmes sociaux et politiques sont restés non résolus. La rivalité entre patriciens et hommes nouveaux, l'arrogance aristocratique ont continué. Caepio et Maximus ont été punis, mais les attitudes qui les avaient poussés à refuser de coopérer sont restées ancrées. Les décennies suivantes ont vu ces mêmes divisions conduire aux guerres civiles qui ont détruit la République. La leçon aurait dû être claire. L'unité est essentielle face à un ennemi externe. Mais 40 ans après Arusio, César et Pompée s'affronteraient dans une guerre civile coûtant des centaines de milliers de vies. Le système romain contenait des failles structurelles, compétition féroce pour la gloire, absence de mécanismes pour résoudre les conflits, prédominance de l'intérêt familial sur l'intérêt général. Arausio marque une transition fondamentale. Après Marius, l'armée est devenue une carrière professionnelle. Les soldats servaient 20 ans ou plus, développant une loyauté envers leur général qui transcendait leur loyauté civique. Cette transformation créait les conditions des futures guerres civiles. La guerre des Cimbres a aussi marqué le début de la longue confrontation entre Rome et les peuples germaniques. Cette première rencontre annonçait des siècles de conflits. Les guerres de César en Gaule, le désastre de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, et finalement les grandes invasions qui ont mis fin à l'Empire romain d'Occident. Des siècles après, Arusio restait un nom chargé de signification. Théodore Mommsen écrivait que cette catastrophe dépassait même Cannes. Pourquoi? À Cannes, Rome affrontait Hannibal, un génie militaire. Mais à Arausio, Rome avait été vaincue par sa propre incompétence. C'était une défaite auto-infligée, encore plus douloureuse. Le 6 octobre 105, 80 000 Romains sont morts à cause de l'orgueil de deux hommes. Cette leçon résonne encore. Les nations les plus puissantes peuvent être vaincues par leurs propres divisions internes. Arausio reste un avertissement éternel sur les dangers de la discorde civile et de l'arrogance du pouvoir.